Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous regardez BFM Politique sur BFM TV, c'est Thomas Piketty qui est notre invité. Bonjour, bienvenue. Vous êtes connu comme économiste, mais vous avez également beaucoup écrit, réfléchi sur l'Europe. C'est d'ailleurs sur ces questions-là que vous conseillez Benoît Hamon. Vous avez choisi le camp Hamon pour cette élection présidentielle. Nous allons évidemment en discuter. Entrons dans le vif du sujet, parlons d'actualité. Jean-Luc Mélenchon a parlé de vous, Thomas Piketty, hier sur Facebook. Il a publié une tribune, on va vous la montrer. Le candidat de la France Insoumise dit: j'ai pris contact avec Benoît Hamon, on a rendez-vous la semaine prochaine, mais j'apprends ce matin qu'il vient de mandater sans crier gare Thomas Piketty pour présenter un projet de création d'un parlement de la zone euro. Il poursuit en disant que c'est une très très mauvaise idée à son sujet. Ça vous fait quoi d'être cité tout de suite par Jean-Luc Mélenchon comme argument de cette guéguerre électorale dans cette campagne ? Bon, moi j'aimerais bien savoir surtout ce que Jean-Luc Mélenchon propose pour l'Europe. Parce que, vous savez, il nous a beaucoup parlé, il y a la logique du plan A, plan B. C'est-à-dire le plan A, en principe, de Jean-Luc Mélenchon, c'est on révise les traités, justement. On crée une nouvelle Europe plus démocratique, plus sociale. Et si jamais ça marche pas, alors, d'après Jean-Luc Mélenchon, il y a le plan B qui est la sortie. Bon, jusqu'ici, pourquoi pas? Sauf que moi, j'aimerais qu'il nous parle surtout du plan A. Et c'est peut-être ça la différence principale avec Benoît Hamon et la différence principale qui fait que moi, je m'engage avec Benoît Hamon. C'est que je pense qu'il faut donner une vraie chance au plan A. Et donc, effectivement, avec Benoît Hamon, on va proposer pour la première fois une vraie proposition à l'Allemagne, aux autres pays européens, d'une démocratisation de la zone euro pour sortir de l'austérité. Et ensuite, si vraiment c'est refusé, on verra. Mais on va faire une proposition qui ne pourra pas être refusée, qui devra être une base de négociation. Parce que Jean-Luc Mélenchon, on comprend son plan B sortir, mais finalement, quelle gouvernance démocratique, quelle démocratisation il nous propose dans son plan A? Moi, c'est de ça dont on devrait parler, du fond. Nous allons reparler de ça, mais vous voyez bien ce qu'il fait, Jean-Luc Mélenchon. Il vous parle de politique, en fait. Enfin, il vous utilise pour parler de politique, parce qu'un peu plus loin, il dit: est-ce une façon de créer un problème insurmontable entre nous, entre Hamon donc et Mélenchon, pour cette élection de 2017. Est-ce qu'ils doivent s'entendre, ces deux-là, Thomas Piketty? Est-ce qu'ils doivent absolument s'entendre en 2017 pour faire barrage à la droite, pour faire barrage au Front National? Moi, j'ai défendu il y a un an le principe d'une primaire qui aille de Mélenchon à Hamon, à Valls, à Macron, s'il se considère à gauche et s'il a envie de participer. Et j'aurais aimé que Jean-Luc Mélenchon vienne, j'aurais aimé que ce débat ait lieu. Et je vais vous dire franchement, moi, je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Moi, je suis pas membre du Parti socialiste, j'ai jamais été membre d'aucun parti politique. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord les idées, le fond. Je pense que ça aurait tiré tout le monde vers le haut, y compris Jean-Luc Mélenchon, de devoir participer publiquement à un débat démocratique. Parce que même si ces débats des primaires avec 7 personnes sur le plateau, tout ça, c'est pas toujours parfait. C'est quand même mieux que de juste parler à ses partisans. Je trouve que devoir se confronter aux autres, je pense que ça aurait tiré tout le monde vers le haut. À la fin des fins, je vous dis franchement, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, je l'aurais trouvé le plus convaincant, ou peut-être Benoît Hamon. Ce qui est sûr, c'est que Benoît Hamon, il a eu le courage d'y aller dans cette confrontation. Il a pris le risque de perdre. Et il a gagné. Et il a bien gagné. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon qui se retournent à Jean-Luc Mélenchon, qui lui disent: écoute, et pourquoi toi tu n'y as pas été là, battre Valls et nous débarrasser de Valls et Hollande? Parce que Hamon, il a 20 ans de moins que toi, tout ça, mais lui, il y a été, il a gagné. Donc maintenant... ils vont se dire quoi concrètement, Thomas Piketty, ces deux hommes, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, la semaine prochaine, lorsqu'ils vont se rencontrer? Moi, je voudrais surtout qu'on parle du fond, c'est-à-dire notamment de l'Europe. Donc, quelle alternative au traité actuel pour l'Europe? Donc moi, je voudrais qu'on parle de ça maintenant un petit peu, parce que... est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se mettre d'accord sur ça, notamment, puisque c'est une vraie difficulté entre eux? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une candidature commune? Moi, je suis pas sûr. D'abord, sur le fond, je suis pas sûr qu'il y ait forcément de vraies difficultés, parce que le plan de démocratisation de la zone euro pour sortir de l'austérité que propose Benoît Hamon, qui consiste à dire, en gros, écoutez, on ne peut plus avoir des dictates de tel ou tel pays, on ne peut plus avoir des décisions en Europe comme aujourd'hui qui se prennent à huis clos dans un conseil des ministres des Finances où, en fait, on n'arrive pas à... Regardez, ça fait des années qu'on dit qu'il faut trouver une solution pour la dette grecque ou la dette des pays d'Europe du Sud, et tout ça parce qu'il y a un veto du ministre allemand des Finances. On n'arrive pas à prendre de décision. Ça fait des années qu'on dit que les plus grandes sociétés multinationales ne paient pratiquement plus aucun impôt en Europe, ou paient des taux effectifs plus faibles que nos PME. Tout le monde le dit, mais on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Parce qu'en fait, le rôle de voter l'impôt et d'engager l'argent du contribuable national dans des restructurations de dettes, dans les moratoires sur les dettes, ce sont les parlements nationaux qui ont ce rôle. Et ensuite, quand vous mettez ensemble ces ministres des Finances dans une salle à huis clos, chacun croit défendre les intérêts de son pays en s'opposant frontalement. Résultat, c'est l'inertie, il n'y a pas de décision. Donc, mais l'alternative que vous appelez de vos voeux, ce Parlement, pour justement régler ces questions qui seraient en gros représentatifs parce que les populations seraient... Enfin, il y aurait des élus en fonction de la représentation. Mélenchon, il vous dit non. Il vous dit non tout de suite. Attendez, avant de voir ce que Mélenchon dit non, regardons ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est de dire, voilà, on va faire une assemblée parlementaire dans la zone euro, dans laquelle chaque pays
la France, l'Allemagne, sera représentée en proportion de sa population à partir des députés présents dans les parlements nationaux en proportion de chaque groupe politique. Donc il y aura par exemple 25 députés du Bundestag allemand, 20 députés de l'Assemblée nationale française, 15 du Parlement italien. Et on se rendrait compte tout de suite de quoi? Que l'Allemagne, c'est un pays important, mais c'est 26% de la population ou du PIB de la zone euro. Que la France, l'Italie, l'Espagne, c'est 50%. Et puis, il y a 51% même. Et vous avez 23% qui sont la Belgique, le Portugal, la Grèce, la Hollande, etc. Et à l'intérieur des 26% de sièges qu'aurait l'Allemagne, donc mettons qu'on ait un parlement, une assemblée avec 100 sièges, bah, il y aurait 26 sièges pour l'Allemagne. Et à l'intérieur, vous savez, tout le monde n'est pas d'accord en Allemagne. C'est-à-dire tout le monde n'est pas sur la ligne des alliances à l'intérieur même des partis en allant chercher des partenaires. Parce que vous vous rendriez compte qu'en Allemagne, la ligne que défend aujourd'hui le ministre des Finances, Schäuble, qui est de dire aucune restructuration de la dette grecque, alors que même le FMI, même tous les observateurs extérieurs disent, écoutez, vous avez une dette là qui n'est pas remboursable, vouloir absolument faire payer 3% de PIB, 4% de PIB d'excédent primaire pendant les 50 prochaines années, en plus c'est une amnésie historique. Parce qu'il faut rappeler, vous savez, moi je suis d'abord chercheur en sciences sociales, je travaille sur l'histoire des dettes publiques, sur l'histoire des revenus, des patrimoines. Il faut savoir que l'Europe s'est construite dans les années 50 sur l'annulation des dettes publiques du passé, et notamment de la dette allemande. L'Allemagne avait une très forte dette extérieure en 1953, donc il faut remettre en perspective historique. Comment vous faites pour que les Français, et peut-être pas tous les Français, mais comme nos voisins européens, il y a une forme de défiance vis-à-vis de l'Europe. Pourtant, il y a des questions qui sont centrales et qui impactent notre quotidien. Sauf que j'imagine que certains sont en train de vous écouter en se disant, sans doute, mais ça semble très loin de moi. Comment est-ce que vous allez faire avec Benoît Hamon pour dire aux Français, ces questions sont centrales, il faut que vous nous écoutiez, il faut que vous compreniez pourquoi c'est important? Alors, le cœur, c'est justement de mettre fin à ce déni démocratique. C'est-à-dire que ces délibérations à huis clos des conseils des ministres des Finances, qui vous annoncent au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 27e fois. Sauf qu'on se rend compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé pendant la nuit. Puis comme de toute façon c'était à huis clos, les journalistes, les observateurs en sont là à deviner. Alors peut-être que l'Allemagne a dit ça, et peut-être que la France a dit ça, et peut-être que c'est pour ça que finalement ils n'ont rien fait. Mais attendez, c'est l'Europe du Congrès de Vienne de 1815, c'est pas l'Europe du 21e siècle. Donc une façon très concrète de rapprocher, c'est de dire, écoutez, on va avoir de la délibération publique avec des députés français, des députés allemands, qui sont quand même les dépositaires de la souveraineté nationale, parce que c'est aussi une façon de s'appuyer sur les souverainetés nationales pour construire du politique au niveau européen, à partir des souverainetés nationales. Vous avez vu ce qu'ont fait les Français aux dernières élections européennes. Ils ont donné une très large majorité au seul parti, enfin en tout cas au parti qui exprime le plus clairement son rejet de l'Europe, le Front National. Oui, vous savez, le Parlement européen, il a pas beaucoup de pouvoir, donc c'est une tentative un peu de contourner justement les parlements nationaux qui pour l'instant n'a pas bien marché. Donc là, justement, il s'agit de prendre une autre méthode, de dire au niveau de la zone euro, donc sur un plus petit nombre de pays, on ne parle pas de 27 ou 28 pays, on va créer une nouvelle forme de démocratie qui s'appuie sur les parlements nationaux. Parce que ce sont les députés nationaux qui, malgré tous leurs défauts, sont dans les circonscriptions, votent les budgets, votent la sécurité sociale. Il y a quand même des choses qui fonctionnent dans tout ça, il faut pas exagérer. Et donc on veut les obliger, les députés nationaux français, les députés du Bundestag allemand, les députés italiens, à se dépasser eux-mêmes pour devenir, sur des sujets qu'ils ne contrôlent plus eux-mêmes. Parce que c'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de déléguer, soyons très clairs, il ne s'agit pas de déléguer toutes les décisions à cette assemblée de la zone euro. Il s'agit de déléguer uniquement les décisions qu'on ne peut plus prendre tout seul. Je donne un exemple très concret. L'idée de Benoît Hamon, c'est de déléguer à cette assemblée de la zone euro le vote de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, notamment, il est massivement contourné. Donc là, c'est un domaine où la souveraineté nationale, ça consiste simplement à tous se faire avoir par les multinationales. Donc on crée une forme d'harmonisation, ce que vous dites. C'est plus qu'une harmonisation, c'est on vote une seule assiette de l'impôt sur les sociétés au niveau de cette assemblée de la zone euro. Il suffit, vous savez, il n'y a pas besoin des 28 pays pour ça. Si vous prenez 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, représentent à eux 4 77% de la population du PIB de la zone euro. Et puis la Belgique, la Grèce, le Portugal seront aussi d'accord pour se joindre à ça. On atteindra 85% de la population de la zone euro, ce qui suffirait pour mettre en application le nouveau traité qui sera proposé.